Je sais que tu as connu la violence. Pour me faire taire, j'ai reçu un coup de poing. Tu avais peur pour ta vie. Une altercation où je devais aller souper avec des amis. Bref. Bienvenue sur notre plateforme, content de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Rendez-vous au sommet. Comme vous le savez, le 8 mars de chaque année est célébré à travers le monde la Journée internationale des droits de la femme. C'est le moment de faire le bilan sur la situation des femmes dans le monde en termes de droits, de présence en politique et de la lutte contre toutes les violences et discriminations faites aux femmes. Cette année encore, plusieurs activités de sensibilisation sont prévues et particulièrement au Québec. Et quant à nous, on a le plaisir d'accueillir Claudine Hilaire. Avec elle, on va voir le sens et l'importance de cette journée et surtout comment se reconstruire après une relation violente. Claudine, ça nous fait plaisir de te recevoir et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Et c'est ça. En fait, Claudine, on va te demander de te présenter. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire de toi. J'ai combien de temps? 1 heure pour me présenter? Je sais que c'est toute une encyclopédie. Donc, derrière ce nom, c'est qui est derrière ce nom, Claudine? Premièrement, encore une fois, merci de me recevoir. Qui est Claudine Hilaire? Je suis avant tout une maman de 2 enfants, des jumeaux, un garçon, une fille, Alexandre et Soraya, qui ont 22 ans aujourd'hui, qui vivent toujours avec moi. Je suis également gestionnaire au gouvernement fédéral depuis bon nombre d'années. Je le mentionne parce que les gens pensent que je ne travaille pas à temps plein et que je suis une influencer, entre guillemets, à temps plein. Donc non, je travaille également. Et j'ai beaucoup de gratitude pour mon emploi. C'est ce qui m'a permis d'élever mes enfants en toute quiétude. Mais je suis aussi une artiste. Ça fait drôle de le dire aujourd'hui parce que ça fait pas longtemps que je l'assume sur ma vie de 53 ans. Je dirais que ça fait 2 ans. Donc, je chante depuis toujours. Tu es plus jeune que ton Je chante depuis toujours. J'ai chanté avec plusieurs artistes, dont La Rose qui est décédée récemment et tout. Mais là, je sors un album bientôt, mon livre également. J'écris depuis longtemps. J'ai une entreprise encore dans le santé mieux-être Arbonne depuis 12 ans que j'exploite. Et puis, voilà. Et puis, j'aime la vie. Voilà, allez hop, la vie. Parfait. Au fait, ça, c'est important d'aimer la vie. C'est très important. C'est très important. Parce que si on n'aime pas la vie, c'est certain, ça ne va pas... c'est ce qui nous donne du courage dans les moments sombres. Exact. Et ça ne va pas nous aider à rebondir, évidemment. Oui. Maintenant, c'est le 8 mars, c'est un combat. Oui. À travers le monde, on célèbre les femmes. Oui. On fait le bilan également. On essaie de planifier l'avenir. Parce qu'au final, on dit que les femmes, c'est le noyau de la société. C'est comme une courroie de transmission culture, savoir. Oui, absolument. Dans nos pays, c'est la maman qui transmet tout ce qui est culture, bonne habitude, etc. Donc maintenant, cette journée veut dire, moi personnellement, je pense qu'une journée, c'est pas suffit pour... c'est ce que j'allais dire, tu m'enlèves les mots de la bouche. Exactement. pour célébrer les femmes. Oui. Maintenant, 8 mars, ça dit quoi pour... J'aimerais renchérir ce que tu viens de dire. On devrait se célébrer, nous, d'abord, tous les jours. Puis comment on se célèbre, c'est pas nécessairement de faire la fête, c'est de connaître notre valeur dans les petites et les grandes choses. Donc, aux femmes qui écoutent aujourd'hui, connaissez votre valeur au quotidien. Maintenant, le 8 mars, c'est important de dire la journée, c'est vraiment la journée internationale des droits de la femme. Le mot droit est très important. Il prend toute sa splendeur quand on comprend qu'il y a moins de 100 ans, on ne pouvait pas voter. C'est quand même impressionnant. Et j'écoutais Jeannette Bertrand, une sommité dans le monde québécois, hier, qui disait qu'il y a moins de 100 ans, un époux pouvait faire interner sa femme comme folle si elle l'énervait. C'est juste pour dire à quel point on était une chose, on était une chose moins de 100 ans. Donc, cette journée-là, comme je le dis, c'est une journée de plus pour se mettre en valeur et pour tout le monde, hommes et femmes, de prendre un moment, faire une pause pour célébrer la femme, maman, tante, grand-mère, grand-maman, fille, enfant, etc. Exact. En fait, je rappelle que cette année, au Québec particulièrement, cette journée sera célébrée autour du thème « Génération Debout ». Alors, c'est un slogan, mais derrière ce slogan, qu'est-ce qu'il y a? Les organisatrices veulent mettre l'accent sur la sécurité et l'égalité économique, la lutte contre les violences, l'accès à l'emploi, à l'hébergement non mixte et la défense des services publics en santé. Au fait,
Nous autres, on va surtout orienter notre rencontre autour de la violence. Je sais que c'est monnaie courante dans nos sociétés. En fait, Claudine, je sais que tu as connu la violence. Oui. Euh, Parle-nous-en, comment ça a commencé et à quel moment tu avais peur pour ta vie je dirais, dans cette violence que tu as connue, en fait. Je veux te remercier premièrement de mettre la lumière sur ce fléau parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça a arrêté. C'est encore très... En fait, c'est tabou. Puis les victimes ont honte encore aujourd'hui alors que les victimes ne devraient pas avoir honte. C'est plutôt au bourreau avoir honte. Une question qu'on me pose toujours, c'est parce que moi, j'ai été mariée avec la personne qui était violente et c'est sans préjudice pour cette personne-là, pour quelqu'un qui écouterait aujourd'hui. Ça date d'il y a 20 ans, mais ça s'est quand même passé. On me pose souvent la question, est-ce qu'il était violent avant le mariage? Oui. On pardonne, on pardonne. La première fois qu'il avait été violent, on était en fréquentation. Puis, je me souviens que c'est parce qu'on avait une argumentation. Donc, pour me faire taire, j'ai reçu un coup de poing sur le nez. Et je le mentionne parce qu'avec du recul, quand j'y pense, je réalise que la violence était toujours pour me faire taire. Parce qu'on pense toujours que les personnes, les femmes qui vivent la violence, c'est parce qu'elles sont soumises ou elles deviennent soumises. Non, tu ne perds pas ton droit de parole, tu parles encore. Puis, il ne faut pas oublier que cet homme-là, il n'est pas toujours violent. Donc, pour répondre à ta question, parce que je ne veux pas m'éparpiller, la violence, elle était physique, elle était verbale. Je me souviens de la manière dont il me répétait 10 000 fois par jour, « think, think ». Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, mais on n'oublie pas. Et cette façon facile de te faire sentir comme une miette de pain, comme de la merde, excusez. Un ami qui vient, qui mange ma nourriture, puis de lui dire comment tu fais pour manger cette nourriture-là. C'est tous ces commentaires-là. Puis, dans mon cas, je savais très bien que je ne méritais pas ça. Et ce qui arrive, c'est que la honte se développe. Tu ne peux même plus te regarder dans le miroir parce que tu as honte de toi-même. Puis tu te demandes pourquoi j'accepte ça. Puis j'ai dû mettre des mots sur pourquoi je l'acceptais. À l'époque, c'était, je m'étais mariée pour le meilleur et pour le pire. Je me disais c'était le pire. Le meilleur viendrait, il comprendrait que je l'aime, que j'ai pardonné. C'était ça que j'avais dans ma tête. Je le mentionne parce qu'il y a autant de raisons de pardonner que de femmes dans le monde entier. Et toutes les raisons sont valables. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vous dirais, où j'ai su que j'ai compris que ça ne changerait pas. Ça pouvait s'espacer, mais ça ne changeait pas. C'est un jour où j'ai reçu un coup de poing sur la tête à travers un drap. On était sortis chacun de notre côté. Et puis, bon, il est revenu fâché. Nanana. Puis, déjà, quand il parlait beaucoup comme ça, je savais qu'il y allait quelque chose. Donc, j'étais dans mon lit avec le drap au-dessus de ma tête. Puis, je me disais, bon Dieu, fais qu'il se calme, fais qu'il se calme. Donc, il m'a donné un coup de poing sur la tête à travers le drap. Et j'étais calme, je ne pleurais pas, je m'en souviendrai toujours. Et le lendemain, quand je suis allée au travail, il faut comprendre que j'ai tout fait ma routine là, avec les enfants et tout. Je l'ai appelé et j'ai dit, la prochaine fois que tu me frappes, ne frappe pas ma tête. Mes enfants ont besoin de moi. Mais il faut comprendre que pendant que je dis ça, je suis calme, je suis en contrôle. Je sais que je vais partir, mais je ne sais pas quand. Mais je le sais. Parce que là, je n'étais pas dans les pleurs, je n'étais pas dans « pourquoi tu me fais ça ?» Non, j'étais froide. Vous êtes fréquentés pendant combien de temps, par exemple? Ben avec le mariage, je dirais que c'est un 10 ans, à peu près. Oui, oui, oui. Et puis, le jour 1 8 mois après, j'avais mon premier coup. À 8 mois après de la fréquentation, oui. Et puis, au moment où je suis partie, en fait, parce que comme je vous dis, je savais que j'allais partir, mais je ne savais pas quand. On a eu une altercation où je devais aller souper avec des amis. Bref, je vous épargne les détails. Puis, il était vraiment en colère. J'étais dans le portique. Pourquoi tu te fais belle? Nanana. Et moi, je m'étais promise que la prochaine fois qu'il lèverait ses pattes sur moi, j'allais le frapper. Et donc, mais dans le chemin, en allant chercher ma sœur et tout ça, je me disais, mais je ne gagnerai pas, je risque d'être blessée. Là, je pense à mes enfants. Est-ce qu'ils vont avoir une mère qui manque un œil, un bras cassé ou quoi que ce soit? Donc, je l'appelle pour voir s'il s'est calmé. Il ne s'est pas calmé. Et ce jour-là, je lui ai dit que je ne rentrerai plus et que je ne dormirai plus jamais sous le même toit que lui. Et le lendemain, je suis allée chercher des vêtements et voilà comment ça s'est passé. Je le mentionne, l'histoire, pas pour être dans le sensationnalisme, mais pour que les femmes qui écoutent comprennent qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas un plan. La seule chose, c'est que je savais que j'allais le laisser, puis je savais que ça ne pouvait pas se passer de manière conviviale quand avec une personne normale, entre guillemets, tu t'assois avec ton conjoint, que ça ne marche pas, puis tu dis, écoute, je pense qu'on doit faire une route séparée parce que j'avais peur pour ma vie, puis je ne savais pas comment il allait réagir. Est-ce qu'il était conscient qu'il était violent?
faudrait lui demander. Parce qu'à ce jour, non, mais je suis un peu sarcastique quand je dis ça. À ce jour, ben en fait, une fois, il y a quelques années, je lui avais envoyé un texte, puis j'ai dit, est-ce que tu as déjà regretté? Puis il m'avait dit oui tous les jours. Mais sinon, j'ai jamais eu d'excuses en personne ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais en fait, vous dites que vous n'avez jamais eu d'excuses, mais Non. après je dirais, des situations violentes, est-ce que vous vous êtes réconciliés après? Toujours. Mais C'était toujours les cadeaux et tout ça, mais là, ça devenait un cercle vicieux. Non, mais ça, c'est un cercle vicieux des hommes violents en général. Ça fait partie de la manipulation. Puis, je pense pas qu'ils sont conscients. C'était les cadeaux, c'était les... Est-ce qu'ils s'excusaient? Non, mais dans ses gestes, il s'excusait. Dans ses yeux, tu voyais le regret. Puis ça durait quelques semaines. Puis quand moi, je baisse mes gardes, boum, ça recommence. Donc oui, il y avait quand même un cercle vicieux. Mais à la fin, il n'y avait plus de cercle vicieux. Il s'assumait pleinement. Je pense qu'il pensait ça allait rester comme ça tout le temps. Mais non, pour moi, c'était hors de question. OK. Mais est-ce qu'à un certain moment, vous avez essayé d'avoir de l'aide? Non. On m'a souvent demandé cette question et pourquoi je ne l'ai pas envoyé en prison. Parce que je me demandais, je regarde la loi, puis je trouve qu'on en met beaucoup sur le dos des policiers. Ils ne peuvent pas tout faire, OK? C'est que quand on prend mon mari de l'époque, puis on l'emmène en prison, puis qu'il ressort 24 à 48 heures, où ils vont être? Est-ce qu'il y a une clôture qui va apparaître pour me protéger? Donc moi, je pensais à ça, puis je me disais, quand il va être plus enragé qu'enragé, qui va me protéger? Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de plainte, j'ai pas cherché d'aide. Puis même quand je suis partie, si vous remarquez dans mon histoire, je suis partie en catimini. Parce que j'avais peur de dormir avec lui sous le même toit alors que je lui ai dit que je vais le quitter. Puis c'était quelqu'un à cette époque-là, il y avait beaucoup le Journal de Montréal, il y a des phases, là, des saisons, j'appelle, où il parle d'un sujet, puis il parlait beaucoup des meurtres, des hommes qui tuaient leur famille, puis il me disait souvent, nous, on va être sur la première page. Et il me disait souvent ça, puis vous remarquerez que quand on voit des entrevues sur les féminicides aux nouvelles, jamais on entend les voisins dire « Eh oui, on l'avait vu venir. » Non, c'est toujours « Il était tellement gentil, tellement sympathique. » On ne pouvait pas savoir. Fait que moi, je ne prenais pas ça à la légère. J'avais pas envie d'aller creuser par curiosité. Est-ce qu'il allait faire? Non. D'ailleurs, quand je l'ai laissé, j'ai dormi pendant 2 ans avec un marteau sous mon oreiller. Il n'a jamais rien fait, mais je ne savais pas, moi. Puis des fois, oui, pour la sécurité des enfants, quand je regarde... Mais il était un bon papa. J'ai jamais pensé qu'il ferait du mal aux enfants. À refaire, peut-être que j'aurais pris les enfants parce qu'il ne leur a jamais fait de mal. Mais avec du recul, je trouve que j'ai pris une chance. L'affaire, c'est que mon esprit de l'époque, il était un bon papa. Je lui ai dit, je laisse les enfants le temps que je me trouve un endroit parce que je ne voulais pas que les enfants dorment à droite, à gauche. Puis, je venais voir les enfants tous les jours, par contre, pour leur donner leur bain et tout. Il y avait de la famille qui était dans la maison. Je n'étais pas toute seule. Puis, lui, en général, n'était pas là. Puis, 2 semaines après, quand j'ai signé ma maison, j'ai pris mes enfants. Donc, il y a des femmes, effectivement, qui doivent sortir les enfants en même temps. En même temps. Oui. Ouais. Mais les enfants, ils ont vécu ça comment? Bien, ils avaient 2 ans et 2 mois quand j'ai quitté. Mais quand même, je me souviens une fois, quand mon fils avait 6 ans, je lisais un livre avec lui dans sa chambre, puis j'étais sur son lit simple, puis je suis tombée. Parce que, tu sais, on était comme toutes... Puis quand je suis tombée, puis il m'a dit « Ah, t'es tombée comme quand papa t'avait poussé dans le mur. » Puis ça m'a toujours frappée parce que j'en ai pas fait de cas tant que ça, parce que je me disais, mon Dieu, d'où vient ce souvenir? Donc, il y a quand même eu quelques souvenirs, oui. Parce qu'il avait 6 ans, puis j'ai quitté, ils avaient 2 ans et 2 mois. Oui. Mais sinon, je suis contente d'être partie à ce moment-là. Parce que à refaire, je le referai encore que d'avoir mes enfants qui m'entendent pleurer, crier, ou surtout qui vivent juste avec une maman qui est l'ombre d'elle-même parce qu'elle est toujours triste. Parce qu'à un moment donné, tu deviens l'ombre de toi-même, là, tu es triste. Mais est-ce qu'il a fait des démarches après ton départ pour essayer de te forcer à... Je sais pas, je pense pas. Je dis je pense pas parce que j'étais pas en contact avec lui, je lui parlais pas. Il faut comprendre que quand je me suis séparée, malgré tout, je suis restée 3 ans séparée par choix pour voir s'il changerait. Et il venait me voir des fois avec les enfants où j'habitais de manière autonome, puis la violence a recommencé. En fait, une fois, il m'a poussée, j'étais sur ma chaise de bureau, mon épaule a fait un trou dans le mur, donc ça vous donne la force de l'impact. J'ai eu mal des années à l'épaule. Là, j'ai divorcé et ça m'a pris 1 mois du moment où j'ai entamé le divorce à mon divorce parce que j'ai tout laissé. Tu sais, lui, il venait pas, il voulait me mettre des bâtons dans les roues pour me retenir avec la maison, la garde des enfants. Mais je disais toujours à l'avocat, je vais dissocier de cet homme. Donc,
je le forcerai pas à avoir les enfants, je veux pas les maisons, je veux pas. Donc, j'ai divorcé après un mois, donc je ne sais pas s'il a fait des démarches. Je ne sais pas. Ce sont de bonnes questions en passant, parce que j'inviterais les hommes qui écoutent à en faire des démarches. Mais la femme qui écoute, c'est pas toi à sauver cet homme. Mais dans un esprit de cohabitation, parce que c'est ça qu'on veut à la fin de la journée. Ces hommes-là, je ne les excuse pas, mais ce sont des hommes en souffrance. Au moment où vous dînez ensemble, par exemple, où le calme est revenu, vous vous dites quoi autour de la table? Ben, c'était un homme avec beaucoup d'entre-gens, beaucoup de charisme, il ne manquait pas de conversation. Je sais très bien pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Oui, charmant, entrepreneur, intelligent, donc il y avait beaucoup de conversations. Moi, c'était my prince ou mon démon, donc des conversations, il n'en manquait pas, crois-moi. Puis c'était, aussi bizarre que ça puisse paraître, un très bon mari pour ce qui s'occupait de la maison, de sa façon de traiter. Tu es une femme, toi, ton argent, c'est pour t'occuper de toi et les enfants, je m'occupe de tout. Moi, je ne savais pas combien étaient les factures. Il y avait beaucoup de conversations charmantes. C'est juste qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à... Plus le temps passe, j'arrivais plus à être dans le moment présent. Donc, tu ris presque par peur parce qu'il peut switcher, excusez-moi l'anglicisme, pour n'importe quoi. Donc, même mon rire devient jaune tout le temps parce que je suis toujours en prison, en fait. Oui, je suis en prison. Il y avait deux choses majeures. Je l'aimais. Puis quand je dis je l'aimais, je savais qu'il n'avait pas eu une enfance facile. Je voulais lui montrer que moi, j'étais solide, j'étais là, je m'en allais nulle part. Je voulais le mettre en confiance. Je voulais lui donner l'amour que je trouvais qu'il n'avait pas eu jeune. Donc, je l'aimais. Puis, ses belles qualités penchaient beaucoup dans la balance jusqu'à ce qu'à un moment donné, le pire penchait plus. Mais je pense que il y avait un moment où je vivais beaucoup dans mon idéal de ce que ça pouvait être. Donc, ça, c'était une partie. Puis l'autre partie, c'est vraiment comme je l'ai mentionné, parce que je m'étais mariée pour le meilleur et pour le pire. Puis c'était vraiment important pour moi, ça. Parce que je me disais, c'est quoi ces quelques années de tristesse si après, peut-être, on va en rire. Puis, mais je voyais que ça venait pas. Puis surtout, j'avais peur d'être blessée physiquement, puis de ne pas pouvoir être une maman à part entière pour mes enfants, blessée au niveau émotionnel aussi ou physiquement. C'est vraiment ce qui se passait dans ma tête. Oui.